Donc bonjour à tous et puis, on est très heureux de vous accueillir, pour ce webinaire, sur le rôle des scientifiques dans le traité mondial des plastiques des Nations unies. Merci beaucoup à Jean-François Giglione d'être avec nous aujourd'hui, pour nous, parler de ce sujet et c'est un webinaire qui est organisé, par, Plastignon. Donc quelques mots sur, voilà, c'est quoi, Plastignon? C'est un réseau qui a été, bon, formalisé, récemment. C'est un réseau d'échange local, donc sur Lyon et Saint-Étienne, et interdisciplinaire, qui réunit en fait les chercheurs qui travaillent de manière assez large sur les contaminations plastiques dans les socio-hydrosystèmes. Et donc en fait, on avait organisé il y a un peu plus, il y a un an, une première réunion, une première journée d'échange. Et c'est un collectif à peu près d'une quarantaine de personnes qui se sont dit que ça serait hyper intéressant de continuer d'échanger ensemble. Et donc pour ça, de faire vraiment un réseau d'échanges avec des temps, réguliers. Donc, il y a eu toute une réflexion, cette année sur, comment pourraient être ces temps. Et donc, ce qui est proposé et qui a commencé à être monté, c'est des réunions d'échange à peu près tous les 2 mois. Donc sous format vraiment, discussion, petite présentation, dans ces réunions, mais pour amorcer des discussions. Aussi régulièrement des webinaires avec des gens qui peuvent être extérieurs, ouverts à tous pour alimenter les réflexions et donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a ce premier webinaire et puis, voilà, c'est soutenu par, l'école universitaire de recherche, H2O Lyon dans, la mise en œuvre, de ce, réseau, qui permet donc vraiment de faire vivre, localement, les questions interdisciplinaires, autour de cette thématique. Il y a toute une équipe d'animation qui est aussi, interdisciplinaire avec des doctorants, des postdoctorants, des chercheurs. Donc ils sont là, aujourd'hui et voilà, ils animeront. Et puis on voulait déjà, vous parler des prochaines dates. Donc le jeudi 6 novembre à 13 heures, il y aura là un temps d'échange qui sera organisé avec Fabrice Vavre, qui est, impliqué dans, ShapeMed et qui est, au laboratoire LBBE. Là, l'idée, ça sera de réfléchir autour, des thématiques de santé, comment réussir à raccrocher ce qui est fait, heu, dans la communauté avec ces enjeux de santé. Et puis, comme l'année dernière, on voulait vous proposer une journée, Plastine Lyon. Alors, il y a 2 dates possibles, on vous laisse les noter, et on reviendra rapidement vers vous. Donc le 22 janvier, soit le 5 février et avec l'idée, d'avoir, comme l'année dernière, des présentations, mais aussi des temps d'atelier pour vraiment échanger ensemble autour de questions. Et on reviendra rapidement vers vous avec tous ces éléments. Et avant de donner la parole à Laurent, si jamais vous souhaitez, voilà, participer à Plastignon, il y a une liste, de diffusion qui a été créée. Donc, vous pouvez, voilà, soit contacter un des animateurs, soit écrire directement à H2O Lyon pour qu'on puisse vous rajouter, dans cette liste. Et il y aura, très bientôt une page web aussi qui va exister, où il y aura dessus, l'agenda, des ressources, des vidéos comme, ce webinaire aujourd'hui et voilà, on vous diffusera, tout ça, dès que c'est prêt. Voilà et je passe la parole à Laurent pour, présenter Jean-François. Mm. Mais merci Carlise et surtout merci beaucoup Jean-François d'avoir accepté cette invitation. Donc Jean-François, il est directeur de recherche CNRS à Banyuls en écotoxicologie microbienne en milieu marin. Alors beaucoup, un certain nombre d'entre nous on le connaît. En fait, il est le cofondateur du réseau écotoxicomique dont un certain nombre connaissent ses travaux, mais aussi, plus récemment, du GDR Polymère et Océan, et entre autres, donc plein d'activités autour des microplastiques. Et si je ne me trompe pas, Jean-François, tu es aussi le coordinateur de la partie microplastique de la mission Tara. Merci beaucoup en tout cas pour nous venir nous parler du rôle des scientifiques dans ce fameux traité mondial des plastiques des Nations Unies dont on a, enfin, moi j'en avais particulièrement entendu parler au moment du round de négociation à Busan.
Mais là, on en a re-entendu parler avec cette deuxième version, enfin cette prolongation, et puis on ne sait pas, tu nous en diras peut-être un peu plus sur ce qui s'est passé plus récemment là-dessus. Donc merci beaucoup Jean-François, et donc je te laisse la parole. Merci à vous de me permettre de faire cet exposé. J'espère que vous voyez mon écran. C'est bon maintenant? C'est parfait, oui. Allez, super. Donc, je vais vous parler en fait au lieu de parler seulement du traité mondial, je vais vous faire un point de vue de ce que peuvent apporter les scientifiques dans des négociations internationales comme ça, et puis surtout de voir avec vous comment les scientifiques se positionnent de manière générale par rapport à cette question du plastique. Donc, je vais faire cet exposé en trois parties. Je vais essayer de le tenir à peu près en une demi-heure. Une première partie sur ce traité mondial, puis ensuite sur des visions globales sur le cycle de vie du plastique. Je vous remercie aussi d'être là pendant la pause méridienne. Malheureusement, les deux premières parties sont assez déprimantes, mais la troisième, vous allez voir, on va discuter plus des solutions à cette pollution et essayer de voir le vrai du faux dans les solutions qui sont proposées aujourd'hui. Alors, le contexte déjà du traité mondial du plastique, il se passe dans ce que vous connaissez certainement, le contexte des limites planétaires. On est aujourd'hui dans des limites planétaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces limites planétaires? C'est les limites qu'on considère comme étant importantes pour la vie de l'humanité sur la planète dans les conditions actuelles. Donc, qu'elle ne se dégrade pas trop par rapport à ce qui est aujourd'hui. Peut-être que vous avez entendu que dans les 10 dernières années, on est passé de 3 à 6 limites planétaires franchies. C'est en ça que je disais que mon discours va être un peu déprimant. Et notamment, en fait, le plastique va influencer de manière très importante 3 des 9 limites planétaires. La première, c'est la pollution, auquel vous pensez tout de suite, mais aussi il a des impacts sur la biodiversité par les changements d'habitat et les toxicités dont il va être responsable. Et également sur quelque chose qui n'est pas trop entendu, mais que finalement on fait passer de plus en plus, y compris pour le traité mondial, sur l'impact du plastique sur le changement climatique. Alors comment on peut parler de tout ça en fait de manière globale? Alors, vous savez que ce traité mondial du plastique, il a été il a été mis en place, réfléchi à partir de 2021, ça a commencé en 2022. Et maintenant, on est au septième round des négociations. Alors, il faut savoir que ça s'est fait en 3 ans, donc ce qui est très rapide par rapport aux traités mondiaux sur le climat, par exemple, ça a duré une quinzaine d'années. Donc, c'est pas étonnant si vous avez entendu dans les médias que oui, alors il y a un échec des négociations. En fait, c'est un peu un processus normal du temps qu'il faut pour faire un traité mondial. Il faut se rappeler que c'est un traité qui demande un consensus de tous les pays du monde. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se mette d'accord tous ensemble, y compris les producteurs de pétrole, y compris ceux qui ont des intérêts importants pour la pétrochimie, mais aussi ceux qui veulent un peu défendre l'environnement. Il faut que tout le monde se mette d'accord autour d'une table. Donc il y a un texte qui a été déposé et ce texte a beaucoup évolué depuis le départ des négociations où on ne parlait essentiellement au départ que de la gestion des déchets. On considérait le plastique seulement comme un déchet. Et ça a évolué, et je vais vous en parler après, sur une compréhension un peu plus vaste de qu'est-ce que c'est que le plastique, qu'est-ce que c'est que le cycle du plastique, quels vont être les impacts. Et là, on a eu un rôle en tant que scientifique particulièrement important dans l'évolution de ce texte depuis les dernières années. Donc, pourquoi on a eu un rôle? C'est parce qu'on a réussi à monter. Alors, tout à l'heure, tu as parlé des réseaux français qu'on a réussi à monter sur l'écotoxicologie microbienne, sur le GDR qui s'appelle maintenant Plastique Environnement Santé. On a monté une coalition internationale et c'est important de montrer que les chercheurs sont capables de travailler ensemble parce que en fait, c'est quelque chose de très multidisciplinaire, comme vous savez. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, on est un peu plus de 400 membres de 64 nationalités dans ce qu'on appelle la Coalition internationale des scientifiques. On est tous des scientifiques indépendants. Et là, comme on est en train de parler du traité mondial du plastique, on est obligé de montrer patte blanche par rapport à nos intérêts, par rapport aux contrats industriels, etc., qu'on peut avoir pour avoir une parole vraiment indépendante. Et il y a justement une politique très stricte en fait en termes de conflit d'intérêts pour accepter des scientifiques dans cette coalition internationale. Vous imaginez évidemment pourquoi. Notre rôle dans cette coalition internationale, c'est de donner de l'information. On n'est pas là pour prendre parti pour un pays ou pour un autre.
On est là simplement pour transmettre l'information aux délégués et aux représentants du gouvernement. Il faut évidemment savoir qu'en face de nous, on a des lobbyistes. Alors ça, c'était un rapport de Ciel en fait qui vraiment nous aide au niveau juridique pour comprendre ce qui est en train de se passer. En fait, euh, on est donc, je vous ai dit, 400 scientifiques. Il faut savoir en fait qu'il y a des industries, il y a à peu près 200 industries avec toutes les personnes que ça peut considérer dans toutes ces industriels qui sont présents aussi pendant ces négociations et qui vont donner une information, euh, on n'est pas forcément contre, mais qui va donner une information qui n'est pas forcément basée sur des faits scientifiques. Et nous, à chaque fois que les informations sont données, on va donner une référence scientifique ou un appui scientifique qui permettra de dire, bon, ça c'est plutôt validé scientifiquement, et ce que disent les lobbyistes, ça va être plutôt dirigé par des intérêts à court terme, pour des intérêts économiques. Donc, ils sont en général sur place entre 3 fois et 5 fois plus nombreux que les scientifiques. Donc, vous imaginez derrière, avec une puissance de feu qui est beaucoup plus importante que la nôtre, parce que nous, quand on participe à ça, on participe avec nos crédits propres. Eux, ils arrivent avec des crédits de leur société, avec des choses à mettre dans la balance qui sont vachement plus importantes que nous par rapport aux délégués des différents pays. Alors, notre rôle vraiment dans les négociations, c'est quand on a un rôle avant que les négociations se passent pour fournir des fiches ça peut être le plastique biodégradable, ça peut être les quantités de plastique qu'on retrouve dans les sols, dans l'eau, dans la mer, de quoi on parle quand on parle de valeurs juridiques et d'implication en fait des lobbyistes dans ces négociations et qu'est-ce qu'ils peuvent dire et qu'est-ce que nous, en face de la science, qu'est-ce qu'elle peut dire. Donc, en fait, on a un rôle en amont pour donner des informations aux délégués avant qu'ils soient présents. Donc, on discute beaucoup avec la délégation française, qui elle-même fait partie d'une délégation européenne. Et donc, du coup, on a beaucoup de contacts avec les délégués des différents pays qui nous posent des questions. Et puis en direct, en fait, qu'est-ce qui se passe pendant les négociations? Eh ben, à partir du moment où chaque délégué de différents pays prend la parole et qui dit une information qu'on considère contraire à ce que dit la science, là, dans ces moments-là, en fait, on a droit à la parole, comme toutes les personnes qui sont présentes, et on va reléguer l'information scientifique la plus pertinente possible pour donner des informations sur place. On travaille beaucoup, nous, en tant que Français, avec les délégations francophones, donc beaucoup de pays africains notamment, qui n'ont pas forcément la connaissance scientifique quand ils arrivent au moment des négociations et pour lesquels on est obligé de répéter des choses, mais on arrive quand même à organiser des réunions de tous les pays africains, par exemple, qu'ils soient francophones ou pas, pour passer de l'information. Donc ça, c'est un gros travail qui fait que petit à petit, on a réussi à faire changer le débat, le fond du débat, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, le débat au départ était en train de dire, bon, ben voilà, on n'arrive pas à collecter les plastiques, le problème, il vient de là. Il y a des pays, notamment en Afrique, qui collectent mal leur plastique, en Asie également. La faute en fait à tous ces pays qui collectent pas et si on collectait mieux, en fait, on résoudrait le problème de la pollution plastique. Vous allez voir que bah, petit à petit, quand on amène de la science là-dedans, c'est pas aussi simple que ça. Voilà, alors les dernières avancées pour vous tenir un petit peu au courant, euh, on pensait avoir un traité, le traité globalement c'est un texte qui est rédigé avec les délégués de tous les pays, qui ensuite, en fait, on est juste au niveau des négociations, et ensuite, ça va être transmis aux différents États qui vont signer ce traité. Donc, entre le moment où on négocie et le moment de la signature, il se passe à peu près un an. Donc, on n'en est pas encore, et loin de là, au niveau de la signature de ce traité. Euh, le fait est que, comme je vous ai dit au départ, on est sur un système de consensus, c'est-à-dire que tous les pays du monde doivent se mettre d'accord, sans exception, pour que ce traité se mette en place. Donc, tout de suite, vous vous dites, ah, c'est impossible, d'autant plus que, il y a vraiment des pays qui s'allient. Donc, ils appellent ça les like-minded countries, c'est les pays qui s'allient avec la même idée
qui sont les pays du Golfe, la Russie. Maintenant, les États-Unis ont rejoint ce groupe qui veulent absolument aller contre toutes les avancées qu'on pourrait avoir sur ce traité mondial du plastique. Et il y a vraiment quelque chose d'assez euh, bipolaire, enfin deux pôles en fait qui s'opposent. Entre aujourd'hui, on a quand même sur les 185 pays, on a 130 pays ambitieux, de la haute ambition, donc qui veulent absolument en fait un traité ambitieux. Et on a le reste des pays en fait qui aujourd'hui soit savent pas trop où ils se mettent, soit en fait sont vraiment contre. Il y a eu des accords, notamment à Nice, enfin un document qui a été signé par plus de 130 pays pour dire vraiment qu'il fallait quelque chose d'ambitieux. Quelque chose d'ambitieux, ça veut dire on parle pas seulement des déchets, mais on parle du cycle de vie du plastique, de la production de plastique, des produits chimiques qui sont à l'intérieur, et tout ça, c'est ce que je vais vous détailler par la suite. Globalement, en fait, les dernières nouvelles des négociations, elles ont eu lieu au mois d'août, là, à Genève. Et dans la presse, vous avez entendu un échec des négociations. Moi, je le tournerai pas comme ça, en fait. Je dirais que il y a eu tu parlais de Busan tout à l'heure, c'était les négociations d'avant. Il y a eu un texte très ambitieux qui a été proposé à Busan. Il a été complètement déconstruit pendant Genève par les pays qui voulaient l'obstruction de ça. Et ce qui a été intéressant, c'est que enfin, qu'un traité qui était déconstruit où il y avait presque plus rien dedans, personne n'en a voulu. Et quelque part, alors on pourrait dire c'est un échec des négociations, mais pour moi c'est plutôt l'inverse. Tous ces pays-là ont parlé de science, tous ces pays-là ont voulu que la science soit mise en avant et que on voulait vraiment un traité ambitieux, on ne voulait pas un traité au rabais. Et donc quelque part, c'était une certaine victoire de la science pour dire, ok, finalement, euh, un mauvais traité a été proposé, il a été complètement rejeté par tous les pays. Alors pas beaucoup, un tout petit peu en fait par les pays comme l'Arabie Saoudite qui disaient ouais c'est pas top mais bon ça irait. Mais les pays de la haute ambition, en fait, plus de 130 pays ont vraiment signé en disant on veut pas de ça, on veut un truc plus ambitieux. Donc l'objectif des prochaines négociations, ça va être de voir jusqu'où on peut amener l'ambition pour arriver à un consensus. Il a été aussi discuté quelque chose qui est de l'ordre du vote. Ça serait pas la solution idéale, mais on est dans un contexte géopolitique qui fait qu'on n'arrive peut-être pas à arriver à un consensus. Et là, ça sera un vote aux deux tiers. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins 126 voix, donc 126 pays qui disent d'accord à ce traité pour pouvoir le mettre au niveau international. Donc c'est possible que ça se termine comme ça, c'est ce qui serait pas idéal au niveau du multilatéralisme de notre monde, mais ça c'est une possibilité qui est envisagée aujourd'hui vu les avancées, les montées et descentes sur ce traité, quoi. Ok, alors, après ce traité, donc vous pourrez me poser des questions sur les détails si ça vous intéresse. J'ai envie de vous parler de la façon dont on parle aux négociateurs du cycle de vie des plastiques et comment ça a réussi à les faire évoluer dans leur réflexion. Le cycle de vie du plastique, certainement nombreux d'entre vous le connaissent, mais c'est important d'y mettre des chiffres. Le plastique commence à la production du plastique et vous savez que 99% du plastique aujourd'hui est produit à partir de pétrole. On considère qu'on a à peu près 5 à 7% du pétrole extrait aujourd'hui qui sert à faire du plastique. Une fois qu'on fait ce plastique, on le produit et puis ensuite on va le distribuer, il va arriver jusqu'au consommateur et après il va arriver comme déchet. Donc on a une économie qui est linéaire, c'est-à-dire qu'on produit ce pétrole et puis en fait on le consomme et on le jette. Euh, je dis qu'elle est linéaire parce qu'elle est vraiment linéaire. En fait, on fait croire qu'elle est circulaire parce qu'il y a une petite partie qui serait le recyclage qui viendrait redonner de la matière. Vous voyez que ce recyclage représente moins de 10%. Donc on est à 90% linéaire, 10% recyclage. Et en fait, on a réussi à montrer également par des analyses de synthèse bibliographique que le recyclage lui-même n'apporte pas énormément de matière. Donc, c'est pas comme si on reproduisait de la matière à partir du recyclage. Voilà, donc on pourra en reparler si vous voulez aussi, mais c'est important d'avoir ces chiffres en tête. Un déchet, le déchet classique, lambda, euh, majoritairement, il va être à moitié en fait incinéré, et ça incinéré la plupart du temps dans des pays étrangers comme le continent africain, le continent asiatique, qui sont là où il y a le plus d'incinération. 20% vont être enfouis sous terre.
Donc j'ai dit 10% sur le recyclé et 20% en fait de ce qu'on produit va finir dans l'environnement. Les chiffres ont augmenté un petit peu, hein. Pendant une période, on entendait 10%. Maintenant, on arrive à 20% de tout le plastique qui a été produit depuis les années 50 qui est dans l'environnement. Donc tout ça, c'est des chiffres globaux. Alors, où est-ce qu'il va aller ce plastique? Alors, tu as parlé de Tara. En fait, moi, je suis pas mal impliqué dans les expéditions de Tara Océan. Donc, la pollution plastique, elle a commencé à être étudiée par les scientifiques dans les océans. Et puis, petit à petit, vous savez qu'elle est remontée vers les terres. Mais euh, on a fait nos premières expéditions en 2014 où on a montré notamment que la mer Méditerranée, qui est juste devant chez nous, hein, on n'a pas besoin d'aller dans les pays asiatiques pour voir la mer la plus polluée au monde par les microplastiques, c'est la Méditerranée. On a pu observer que la concentration de microplastiques qui était présente en Méditerranée était à peu près la même que celle du zooplancton. Le zooplancton, c'est la base de la chaîne alimentaire dans les milieux marins. Alors ça, c'est l'image qu'on donne imaginez que le poisson qui mange le zooplancton à midi pour le repas d'aujourd'hui et la moitié de son assiette remplie de plastique. C'est vrai dans certaines zones de la Méditerranée, donc c'est le maximum qu'on peut trouver, hein, 50% de zooplancton pour 50% de microplastique. En moyenne, en fait, en Méditerranée, on est plus dans les 15-20%, ce qui n'est déjà pas négligeable. Alors, après, il y a eu beaucoup de discussions sur les quantités de plastique qui arrivaient des fleuves vers les océans. Aujourd'hui, on a une vision assez nette des chiffres qui arrivent dans l'océan. On navigue entre 4 et 12 millions de tonnes de plastique qui arrivent dans les océans. C'est l'équivalent à 8 millions de tonnes, c'est l'équivalent d'un camion benne par minute. Donc ça, c'est aussi une image qui est assez parlante. Les prévisions, si on ne fait rien, s'il n'y a pas de traité mondial, s'il n'y a pas d'évolution dans notre façon de produire et de gérer les plastiques, aujourd'hui, on a un chiffre assez hallucinant qui est, on a à peu près 1 tonne de plastique pour 3 tonnes de poissons dans les océans. Pour 2050, si ça continue comme ça, en fait, avec la surpêche en parallèle, on aura autant de plastique que de poissons d'ici 2050. Donc ça, c'est les chiffres de modélisation qui nous permettent de donner ces données. Alors, dans le cycle du plastique, la vision classique, c'est de dire un grand déchet va se fragmenter, va se casser en morceaux et va produire ce qu'on appelle les grands microplastiques. Et c'est essentiellement sur ceux-là qu'on a travaillé depuis des années parce qu'ils sont faciles à travailler. On peut les récolter en surface des océans, on met un filet à l'eau et on récolte ces grands microplastiques qui sont de la taille de entre 1 et 5 millimètres. Il faut savoir en fait que ça, c'est la partie qu'on appelle émergée de l'iceberg parce que c'est ce qu'on arrive à voir facilement à l'œil. La réalité, en fait, c'est que plus on travaille sur les techniques pour évaluer la pollution plastique, plus on se rend compte que cette pollution plastique, on a complètement sous-estimé en fait cette pollution parce qu'en fait, on a énormément de petits microplastiques, donc ceux-là, ils sont entre 1 micron et 1 millimètre, et des nanoplastiques qui sont également très abondants. Et on s'est rendu compte que en nombre, vous imaginez bien qu'ils sont beaucoup plus importants que les macrodéchets, d'accord? Donc on a 100 à 100 000 fois plus de ces grands microplastiques et de ces nanoplastiques par rapport aux gros déchets et aux microplastiques eux-mêmes. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte très récemment là, que ces petits microplastiques et ces nanoplastiques, ils étaient plus importants en masse que les mésoplastiques et les macro-déchets. D'accord? Donc, on en a tellement dans l'environnement et ils ont une distribution complètement différente. Les microplastiques, ils flottent, par exemple, dans les océans ou dans les lacs ou dans les rivières. Les petits microplastiques et les nanoplastiques sont tellement petits qu'ils vont pouvoir couler et ceux-là, on les retrouve partout dans la colonne d'eau. Et là, aujourd'hui, on est en train d'évoluer encore sur ces nanoplastiques. On se rend compte qu'ils sont vraiment partout, dans tous les environnements. Partout, on les cherche, on les trouve. C'est des mesures qui sont très difficiles à faire. Il faut des blancs, il faut des conditions de prélèvement qui ne sont pas forcément évidentes. Mais les chiffres montrent que on est en train de changer on appelle ça un changement de paradigme en sens, c'est-à-dire qu'on avait une vision très microplastique. La réalité, c'est que maintenant, ces microplastiques, c'est un peu, comme je disais, la partie émergée de l'iceberg et qu'il faut maintenant consacrer les recherches sur les petits microplastiques et les nanoplastiques qui sont bien plus difficiles à travailler, quoi. Les effets, bon, vous en avez certainement entendu parler sur les quantités de macrodéchets qu'on peut retrouver chez les animaux, 1,4 million d'oiseaux ou 14 000 mammifères par an
qu'on retrouve avec énormément de plastique dans leurs estomacs, avec tout ce que ça représente. On peut considérer en fait que toute la chaîne alimentaire est touchée, y compris jusqu'à l'homme. Mais ce qui est le plus important, en fait, c'est de comprendre que la toxicité des plastiques vient essentiellement des additifs chimiques qu'on met à l'intérieur des plastiques. Les plastiques, vous le savez tous, c'est des polymères. On connaît tous le polyéthylène, polypropylène, polystyrène, etc. Donc ça, c'est le polymère qui définit un petit peu l'usage du plastique. Mais le polymère tout seul, un polyéthylène, qui est le polyéthylène le polymère le plus utilisé, le plus produit dans le monde, et celui malheureusement qu'on retrouve le plus dans l'environnement. Un polyéthylène, en fait, en fonction de ce qu'on veut faire avec, si on veut qu'il soit plus ou moins dur, on va mettre des durcisseurs à l'intérieur. Si on veut qu'il ait une certaine couleur, on va mettre des colorants. Il y a des stabilisants, des retardateurs de flamme, etc. On dénombre à peu près 16 000 substances chimiques qui sont ajoutées à ces polymères pour créer nos plastiques. Et ce qu'on sait, en fait, c'est qu'il y a au moins 3000 de ces produits chimiques qui sont déjà classés comme toxiques. Et on sait que la science est en retard par rapport à ces 16 000 produits chimiques parce qu'on en a au moins 3000 ou 4000. On ne sait pas vraiment s'ils sont toxiques ou pas, mais certainement. Donc du coup, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est pareil. C'est la façon de voir la pollution. On voit les tortues qui mangent des sacs plastiques, etc. Le fond du problème du plastique est encore une fois invisible. La toxicité vient essentiellement ce qu'on appelle les additifs chimiques, mais c'est les substances chimiques qui sont ajoutées à ces plastiques, soit intentionnellement, soit non intentionnellement, on appelle ça les NIAS, et puis tous les produits qui sont ajoutés aussi pendant la formation du plastique. Voilà. Donc tout ça, en fait, ça vous montre que on ne peut plus aujourd'hui, et c'est ce qui avait été fait pendant des années, parce que ça arrangeait bien les industriels et les États, considérer le plastique comme un problème seulement de déchets. La pollution, je vous ai parlé du pétrole. À partir du moment où on extrait le pétrole, ensuite on a la production, la formation du plastique. À toutes les étapes, en fait, on va avoir une émission de produits toxiques et on ne peut plus considérer en fait que la toxicité vient seulement du déchet lui-même, puisque je vous ai dit par exemple que pourquoi on a autant de petits microplastiques et de nanoplastiques, c'est parce qu'il y a des phénomènes d'abrasion, et ces phénomènes d'abrasion, ils se passent même pendant l'usage. Quand j'utilise un plastique, je vais le frotter à un moment, et juste le fait de frotter, ça va me créer ces petits microplastiques et ces nanoplastiques. C'est pas seulement en fait le plastique qui va se casser du macro au méso, au micro et au nano. En fait, dès le départ, dès l'usage du plastique, on a production de ces petits microplastiques et de ces nanoplastiques. Et c'est pour ça qu'on a des concentrations qui sont beaucoup plus importantes que celles qu'on voyait avant, des grands microplastiques visibles. Donc, c'est à toutes les étapes en fait qu'on a un relargage on appelle ça des bombes à retardement, si on exagère un petit peu, mais c'est un peu ça, de ces molécules de plastique, pardon, de ces petits morceaux de plastique, qui soient des petits microplastiques, nanoplastiques, quelle que soit leur taille, qui vont en fait véhiculer tous les produits chimiques un petit peu dans toute la chaîne alimentaire. Voilà, je pense que vous avez compris. On va passer à la troisième partie qui est plus au niveau des solutions. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Alors, la première chose en fait à déconstruire, et il nous a fallu du temps pour déconstruire ça, c'était toute la, toute la, tout ce qu'on nous a mis dans la tête, notamment avec notre superbe poubelle jaune, en nous faisant croire, et quand on discute avec le grand public, en leur disant, mais qu'est-ce que vous faites, vous, pour la pollution plastique? Ils disent, bah, moi, je fais mon boulot, quoi, je fais mon job, je trie mes déchets et je les mets dans la poubelle jaune. Et le message qui a été passé, c'est, j'ai pris le message de ma région, mais c'est valable dans toutes les régions, le tri se simplifie, désormais tous les emballages et papiers se trient. Oui, effectivement, ils se trient, mais comme on l'a dit vite tout à l'heure, en fait, ça donne l'impression on peut continuer à consommer, pas de problème. Vous mettez dans la poubelle jaune, c'est géré derrière. Et puis on se rend compte, bah, vous avez vu les chiffres tout à l'heure, que le recyclage et cette économie circulaire, soi-disant avec le recyclage, bah, elle représente malheureusement moins de 10% de tous les plastiques qui sont créés dans le monde. Et puis en plus, quelque part, on ment un peu quand on dit recyclage, parce que autant on est capable de recycler du verre, on prend du verre, on refait du verre après. Il faut savoir qu'à partir du moment où
où on rechauffe du plastique, il va perdre ses propriétés mécaniques et on ne pourra pas l'utiliser de la même manière. On va l'utiliser pour... on compte dans le recyclage une perte des propriétés. On appelle ça du downcycling, c'est-à-dire je vais transformer mon matériau que j'ai récupéré pour faire quelque chose qui est moins efficace que le produit initial. Je vais l'utiliser, par exemple, dans l'automobile pour faire mes pare-chocs ou etc. Le problème, c'est que je n'élimine pas dans l'inconscient collectif, on a l'impression qu'on élimine le déchet. Je n'élimine pas le déchet parce que de toute façon, quand je vais en faire un pare-choc, il va aussi frotter, bouger et relarguer lui aussi en fait toutes les molécules toxiques. Donc le recyclage, c'est pas comme si c'était la fin de vie du plastique. C'est juste un allongement de la durée de vie du plastique et il faut bien le comprendre comme ça. D'autres solutions qui sont proposées, c'est de dire, bon, bah, la science va trouver la solution, on va inventer un plastique qui est raisonnable. Et là, en fait, on pense aux substituts biodégradables. Alors, les substituts biodégradables, c'est une partie de mon boulot, donc je me tire une balle dans le pied quand je dis ça, mais la réalité, c'est que ça ne peut pas être une solution à la pollution plastique. C'est intéressant d'un point de vue fondamental de pouvoir créer des nouveaux plastiques biodégradables pour certains usages en particulier dont on sait qu'ils vont finir dans l'environnement. On pense aux films de paillage aujourd'hui. Bon, bah, films de paillage sur la Terre, vous voyez tous ces kilomètres de plastique qui sont mis, y compris sur l'agriculture biologique pour éviter de mettre plus de pesticides. La réalité, c'est qu'on est en train de polluer cette terre, évidemment, puisque le plastique, comme vous avez compris, peut relarguer énormément de produits toxiques. Et puis que ce n'est pas une solution, qu'il vaut mieux mettre de la paille. Si on pense à des substituts, autant penser à des substituts naturels. Alors, quand on pense substitut naturel, on a toujours envie de faire une industrie de ça, et donc on peut faire une industrie du plastique biodégradable. Le gros problème de ça, c'est que quand on parle substitut biodégradable, on parle du polymère. Le polymère, éventuellement, est biodégradable. On peut transformer du PE en faisant du bio-PE. Bon, en faisant du biosourcé et faire du PE. Donc, du coup, on n'utilise plus les sources pétrolières, mais là, on va utiliser les sources agricoles. On va utiliser de l'amidon de maïs, par exemple à force pour faire pousser du maïs, il faut beaucoup d'eau, beaucoup de pesticides pour un sac plastique qui n'aurait pas de sens. D'accord? Donc, les substituts biodégradables, on a du biosourcé, on a du vraiment biodégradable dans l'environnement, mais en fait, avant ça, il faut tout de suite penser à ne pas substituer, en fait. Et le gros problème que je n'ai pas mentionné encore des plastiques biodégradables, c'est que si on parle du polymère qui est biodégradable, bon, c'est peut-être un peu mieux, mais le problème, c'est les additifs chimiques qu'on va mettre dedans. Et ces additifs chimiques, c'est exactement les mêmes qui sont mis dans les plastiques conventionnels. Et il y a beaucoup de travaux actuellement là, qui montrent que finalement, pendant la biodégradation, puisque il y a biodégradation du polymère, il va y avoir le relargage encore plus rapide des additifs chimiques. Donc finalement, au niveau de la toxicité, ça n'est vraiment pas une solution. On pense tout de suite, et en fait, et moi j'ai commencé mes recherches sur les plastiques, on m'a dit, mais trouve-moi des alternatives. Euh, J'aime bien l'exemple en fait des yaourts qui sont le dessert favori des Français. On a 500 pots de yaourt jetés chaque seconde en France. Vous voyez en fait la complexité de recycler ces pots de yaourt qui sont en réalité, pardon, qui sont en réalité un mélange de différents polymères, de colle, d'aluminium. Et ce qui est intéressant, et puis énormément d'additifs, comme dans n'importe quel type de plastique. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est la comparaison entre Danone, enfin, pardon, pour pas le citer, mais que j'ai mis là, par exemple, hein, ça n'est qu'un exemple, qui est capable en France de vendre des yaourts entourés de plastique et qui est capable de faire la consigne en Allemagne pour exactement le même produit. Et aujourd'hui, en fait, les alternatives, bah, ça peut être effectivement l'alternative qui est proposée ici par cette société. C'est un produit français vendu en Allemagne emballé dans du verre avec un couvercle en aluminium. Bon, malheureusement, il y a le joint, mais en tout cas, c'est bien mieux que ce qu'on est capable de faire en France. Donc, il y a des alternatives possibles, y compris au sein des sociétés. Et ça, c'est important de le souligner. On travaille avec de nombreuses sociétés. J'ai monté aussi un collège d'entreprise avec plein de grosses sociétés pour essayer de les aider à faire cette transition que j'appelle la transition plastique. Alors, dans les solutions, vous voyez que le biodégradable, ça marche pas, le recyclage, ça marche pas. Globalement, en fait, le message majeur qu'on va donner au niveau du traité mondial du plastique, c'est la seule solution aujourd'hui, c'est de réduire notre production de plastique. On pourra faire tout ce qu'on veut,
améliorer le recyclage, faire des plastiques biodégradables. Le problème majeur, en fait, vient du fait que les 10 dernières années, les 15 dernières années, on a multiplié par 2 la production de plastique. C'est prévu qu'on multiplie encore par 3 d'ici 2060. On n'arrête pas d'augmenter cette production de plastique. L'objectif, en fait, c'est de réduire. Réduire, et toute la complexité, c'est de dire réduire de combien? Parce que si je dis réduire de 50%, ben, je reviens à 2015. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, leur réduction doit être majeure. Et là, je vous avoue que pendant le traité mondial du plastique, on n'ose pas trop discuter des pourcentages et personne ne veut trop mettre ça sur la table. Mais vous vous rendez compte en fait que si on demande une réduction de 50%, ça veut dire qu'on recule simplement de 10 ans, ça ne serait pas suffisant. Et vous imaginez en face les pays producteurs de pétrole et de plastique qui nous disent, bah attends, 50%, c'est énorme. Donc voilà. Donc aujourd'hui, les discussions, elles sont allées jusqu'à 70% de réduction de plastique. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait aller encore plus, hein, évidemment, si on veut revenir à quelque chose qui va ne plus trop impacter les limites planétaires. Et la façon dont on fait ces calculs, c'est déjà, on sait qu'il faudrait, pour arriver aux accords de Paris, vous savez, le 1,5 degré, par rapport à l'impact du plastique sur le changement climatique, il faudrait qu'on, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, il faudrait qu'on réduise au moins de 30% la production de plastique pour arriver à cette ambition de 1,5 degré. Donc on prend ce calcul-là, mais on n'évalue pas ici l'impact sur la biodiversité, ni l'impact en fait sur la pollution en elle-même. Voilà, donc du coup, les chiffres varient entre 50 et 70%. Et l'important, en fait, c'est de renverser la tendance de la production. Et ça, c'est les discussions phares, en fait, qu'il y a eu pendant les dernières négociations. Le deuxième, la deuxième façon de parler, en fait, c'est un principe d'essentialité. Comment on fait pour réduire la production de plastique? Alors, évidemment, on sait que on a à peu près 40-45% du plastique qui est lié aux emballages. Vous voyez dans vos magasins, dans tous les magasins de grande surface, tout est emballé, suremballé, à part quelques légumes, le reste est emballé. Du coup, l'objectif, en fait, si on arrivait à réduire tous les emballages, on enlèverait 40% de la production. Ça, c'est un objectif qui a été fixé par la loi AGEC, l'interdiction des emballages et des plastiques à usage unique d'ici 2040. On verra bien si on arrive à ça, mais la direction est donnée, en fait, par l'Europe pour réduire énormément les emballages. Autre chose, en fait, c'est au lieu de parler de réduction de la production mondiale, parce que c'est touchy avec ces pays-là, on parle d'un principe d'essentialité. Parce que comment on va faire pour réduire? Il va falloir qu'on touche certains secteurs. Et là, vous voyez les différents secteurs. Donc, je vous ai parlé de l'emballage, il y a aussi le bâtiment, l'électronique, etc. Il va falloir qu'on arrive à donner un principe global qui est le principe d'essentialité. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un produit qu'on achète pour notre santé, pour la santé de la planète? Et donc, du coup, en fait, se pose la question des régulations qu'on peut avoir sur la production de vêtements comme on a aujourd'hui, qui est complètement disproportionnée, qui la plupart d'entre eux sont faits en plastique, enfin, comportent énormément de plastique dans les vêtements. Donc vous voyez en fait qu'il va falloir changer la façon globale et encadrer la façon globale de surconsommation de tous ces produits qui deviennent des produits jetables. Donc ça, c'est quelque chose de très fort en fait. En discutant des plastiques, on va jusqu'à ça. Et puis après, ce qui est quelque chose de très important au niveau de la science, c'est aussi la toxicité de tous ces produits chimiques qu'on met dans les plastiques. On a fourni une liste, une sorte de blacklist des choses donc je vous ai parlé des 16 000 molécules chimiques dont 30% sont toxiques. Celles-ci, on les a blacklistées et on a demandé en fait à ce que cette blacklist apparaisse dans le traité mondial comme étant la liste de référence qu'il faudra petit à petit, au fil des recherches, euh, agrémenter, augmenter. Vous savez par exemple on a interdit les bisphénols A dans les biberons, bah, tout de suite a été mis à la place les bisphénols S qui sont encore plus toxiques, mais qui pour l'instant ne sont pas légiférés, etc. Voilà. Donc il faut que cette liste puisse être évolutive dans le temps pour avoir une transparence et ce qui demande en fait de lever les secrets industriels et une réduction de ces additifs chimiques. Une dernière chose qui est beaucoup discutée dans le traité mondial du plastique, c'est la responsabilité élargie des producteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la science aujourd'hui est capable de dire plus je produis du plastique, c'est ce qu'on voit ici, plus j'ai de pollution. Donc le lien direct entre quantité de production et quantité de pollution est établi.
Ça veut dire que si je veux diminuer la pollution, évidemment, je diminue la production. Et là, ce qui est intéressant, c'est que sur ce graphique, vous voyez que on a certains secteurs. Le premier pollueur, il est cité, Coca-Cola. Ensuite, on est dans l'alimentaire. Puis ensuite, on passe dans les produits cosmétiques. Puis ensuite, on passe dans les vêtements, dans l'électronique, etc. On est capable aujourd'hui, en fonction des déchets qu'on va retrouver dans l'environnement, de dire c'est plutôt telle industrie ou telle industrie qui va polluer. Et il faut qu'on soit capable de mettre en place un principe de responsabilité élargie des producteurs parce que on se rend compte maintenant que aux dernières négociations, il n'y avait pas seulement le ministre de l'Environnement qui intervenait, mais également le ministre de la Santé. Et maintenant qu'on est capable de montrer que le plastique a un impact sur la santé humaine, et ben du coup, en fait, on se pose la question de savoir, bon, quel va être l'impact de tout ce plastique sur les coûts de la santé en France, par exemple, et qui paye pour les hôpitaux? Ben, en fait, c'est le contribuable. Donc ça, c'est pas normal. Donc voilà, l'idée de la responsabilité élargie des producteurs, c'est d'estimer les coûts indirects de cette production de plastique et les effets que ça peut avoir sur la santé de l'environnement et sur la santé humaine. Voilà, donc vous avez compris en fait que essentiellement les solutions qu'on amène, c'est essentiellement de changer la façon de voir. Vous avez entendu parler de ces 3 R: réduire, réutiliser, recycler. On laisse tomber tout ça. La réutilisation du plastique ne va pas améliorer sa toxicité. Le recyclage, vous avez vu que c'est vraiment pas une solution alors qu'on en a mis on a mis des milliards et des milliards dessus. Aujourd'hui, le seul qui reste, c'est la réduction avec une production. Plus responsable en fait par rapport à tous les produits chimiques qu'on met à l'intérieur. Je ne vais pas vous parler de tout ça parce que ça c'était de la pub et puis ça c'est aussi de la pub pour des journaux qu'on a des livres qu'on vient de sortir. Donc ça c'est un livre sorti par les éditions Sorbonne Université. On a une quarantaine de scientifiques de Sorbonne qui ont participé à cet ouvrage et une quarantaine de scientifiques aussi sur un livre qui est sorti cette année sur pollution plastique, la biodiversité menacée aux éditions Quae. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis on va passer maintenant à la discussion si vous voulez bien. Prendre la parole, Zoé. Euh, Merci beaucoup pour cette présentation à la fois effrayante mais tellement riche et instructive. Donc, on commence par les questions. Peut-être tu commences, Nance? Alors, la première question qu'il y avait, c'était posée par Marina Coquery, qui demandait s'il était possible de connaître le nombre, ou du moins ou le nom des scientifiques français qui font partie de cette coalition, justement, et où trouver cette information. Euh, Est-ce qu'elle est écrite quelque part? Je ne sais pas. Toujours est-il que on va dire qu'on est une dizaine de scientifiques qui participons de français qui participons. Alors vous retrouverez la liste. La plupart sont dans le conseil scientifique du groupement de recherche Plastique Environnement Santé. Donc, allez voir sur le site de Plastique Environnement Santé et ouais, je réfléchis, mais je crois qu'on est tous membres du conseil scientifique en fait de ce GDR. Ok, très bien. Et du coup, pour ensuite, une autre question qui est toujours un peu dans dans le même thème, c'était Agnès Richaume qui avait demandé comment est-ce qu'est pris en compte la pollution plastique dans les sols au sein de ces négociations, dans les traités, vu qu'il y a un retard d'études par rapport au milieu océanique et donc est-ce qu'il y a une moins bonne vision sur la pollution plastique des centres environnement et comment est-ce qu'elle est prise en compte? Alors, dans le conseil scientifique du groupement de recherche Plastique Environnement Santé, on a Marie-France Dignac qui est particulièrement active dans les négociations de manière générale. C'est un peu elle qui a pris le lead en fait de notre groupe français. Et elle vient du sol et elle met vraiment en avant en fait toutes les connaissances qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'effet sur les vers de terre, j'ai des images comme ça qu'elle montre régulièrement en disant que effectivement on a commencé par les océans, mais maintenant la science évolue très très vite dans les sols et on commence à avoir des données. Elle fait particulièrement attention à ces données parce que on sait que la science a mis globalement des jalons pour dire, OK, on a à peu près tant de microplastiques dans un gramme de sol, tant d'impact sur la toxicité. Évidemment, il y a un peu de retard par rapport à ce qui s'est passé dans l'océan, mais il y a beaucoup de projets de l'ADEME qui sont allés fouiller un petit peu les,
les mêmes types de questions qu'on s'est posées dans les océans et dans les fleuves pour les appliquer au sol. Donc tout ce qui se fait aujourd'hui dans le sol, c'est vraiment crucial. Donc je remercie Agnès et toutes les personnes qui travaillent sur le sol parce qu'il y a vraiment besoin de données en fait sur cet environnement qui est beaucoup moins connu par rapport au plastique que ce qu'on peut savoir sur les autres milieux aquatiques. Mais en tout cas, rassure-toi Agnès, c'est vraiment pris en compte dans les négociations. Bon, toujours avec Agnès, qu'elle dit les additifs font partie du secret de fabrication et les industriels ne les communiquent pas. Comment le prendre en compte de manière pertinente dans les études? Alors, dans nos études scientifiques, bon, la liste des additifs, petit à petit, elle est connue. Je vous ai parlé d'une blacklist, donc c'est intéressant d'aller chercher dans cette blacklist pour voir si on veut simuler en fait des effets toxiques qu'on peut avoir des plastiques. Malheureusement, en fait, cette liste, elle est, comme je le disais, elle est elle est incomplète. Lever le secret industriel, c'est des choses qui sont très difficiles. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques qui continuent à faire l'inventaire de ce qu'on peut retrouver dans les plastiques du commerce. Et ça va nous aider beaucoup. Il ne faut pas s'attendre à ce que les industriels nous donnent des informations parce qu'eux-mêmes n'ont pas vraiment l'info. Pour que vous compreniez ce que je viens de dire, et ce qui est assez important, c'est que les plastiques primaires, donc les pellets, vous savez, on appelle ça les larmes de sirène ou la base de la plasturgie, on va vous vendre ça sous forme de polyéthylène, mais pour faire ça, par exemple, de polyéthylène ou de ce que je veux pour un industriel, parce que j'achète du polyéthylène aux fabricants du polyéthylène, en réalité, il n'y a pas que du polyéthylène déjà dedans, et eux ne savent pas ce qu'il y a dedans. Je veux dire que quelqu'un qui va faire un produit à base de polyéthylène, il va acheter du polyéthylène, mais il ne sait pas qu'il y a déjà des additifs à l'intérieur. Et ensuite, lui, historiquement, ça c'est ce que j'ai pu me rendre compte dans les différentes sociétés, on rajoute les additifs, mais on n'en enlève jamais, quoi. Donc je veux une nouvelle propriété, j'en rajoute, j'en rajoute, j'en rajoute. Et avant, ça marchait, donc voilà, je fais de la chimie de bazar, quoi. Globalement, dans l'industrie, ça se passe comme ça. Et donc c'est très complexe, en fait, de savoir, pour un produit donné, je pense par exemple au canard en plastique. Le canard en plastique, s'il est fabriqué dans cette société ou cette société, il va être à base de PVC, mais les additifs qui sont dedans ne sont pas forcément les mêmes. Et ça complique largement la, le- la problématique de la toxicité. Donc, pour répondre à Agnès, globalement, on a des grandes classes. On arrive à faire des grandes classes des additifs qui sont dedans, qui sont dans les produits chimiques, mais il n'y a pas que les additifs, il y a les NIAS aussi qui sont à l'intérieur. Ces grandes classes, on en a six des grandes classes, et on a la majorité dans chacune des classes, on a des additifs majoritaires. Pour les utiliser en science, il faut plutôt prendre cela. Très bien, merci pour cette réponse. Maintenant, la prochaine question de J. Pinet, où je pense que vous avez déjà un peu répondu lors de la présentation, qui disait que aujourd'hui, l'avancée la plus visible, elle a été rattachée au fait de rattacher tout simplement les bouchons aux bouteilles en plastique. Et du coup, il demandait est-ce que le fond du problème, ce n'est pas vraiment lié à notre mode d'alimentation agro-business et circuits longs, là où le plastique est utilisé comme conservateur et donc justement pour envoyer des produits le plus loin possible et les conserver plus longtemps. Ouais, tout à fait en fait. Et c'est ça qui est génial quand on est en train de travailler sur le plastique avec nos pipettes dans nos labos et qu'on est en train de faire nos petites manips. Il faut pas oublier en fait qu'on est en train d'essayer en même temps de changer notre mode de consommation, quoi. On est en train d'essayer de voir à quel point le plastique peut être un peu le fer de lance, parce que ça touche tout le monde. Quand on va discuter avec un chef d'État, il sait ce que c'est que du plastique. On le voit en fait, et les consommateurs le voient. Quand on parle des pesticides, personne ne le voit. Quand on parle du nucléaire, personne ne le voit. L'avantage en fait du plastique, c'est que tout le monde l'a dans son quotidien. Et globalement, moi je travaillais avant sur les pétroles, sur les pesticides, les métaux lourds. J'ai jamais vu autant d'avancées scientifiques, d'argent mis sur la table et de consortium entre la science, les industriels, le consommateur et le gouvernement qui bossent ensemble pour essayer alors à leur mesure, hein, on va pas dire que c'est miraculeux, mais globalement tout le monde arrive à bosser ensemble parce que c'est visible et ça touche l'alimentaire, mais ça touche tout. Pour une question de la part de Laurence Volatier, est-ce que des indicateurs environnementaux et ou économiques sont envisagés
pour estimer les effets du traité? Ah, oui, on essaye. Alors, euh, attends, il y a plein de trucs qui me viennent à la tête quand on parle d'indicateurs, mais globalement, en fait, ce qui se passe déjà, allez, je vais faire un petit peu de pub. Par exemple, en France, moi j'ai monté avec la Fondation Tara en 2019 une initiative qui s'appelle Plastique à la loupe. On a à peu près 17 000 élèves qui vont sur le terrain chaque année. On a à peu près 400 classes, c'est un boulot de malade, où on leur demande d'aller sur le terrain, sur les berges des rivières et des fleuves ou sur le littoral pour avoir une idée de la pollution plastique, du macrodéchet jusqu'au microplastique. Donc ils font un transect et puis et comme ça en fait on a une image de la pollution en France. Maintenant la carte est super bien calée, on a une base de données énorme. Déjà grâce à cette base de données depuis 2019, alors 2019 c'est le début en fait de j'arrête les sacs plastiques, j'arrête les vous savez les la vaisselle à usage unique, les microbilles, etc. Vous savez, en 2019, il y a eu cette loi. Depuis 2019, on a essayé d'évaluer l'impact de ça. On est en 2025. On a une diminution nette, en fait, de tous les items qui ont été ciblés en 2019. On a une diminution d'à peu près un quart par rapport à ce qu'on voyait en 2019. Donc, on est capable aujourd'hui, sur le terrain, grossièrement, avec ces gros déchets, hein, du côté visuel, de voir l'impact d'une directive française et européenne. Il y a la même étude qui a été faite au niveau européen et ils montrent les mêmes résultats pour voir si ça a un impact. La difficulté ensuite, c'est de voir si ça a un impact au niveau de l'invisible. Et là, malheureusement, en fait, de mon impression, on commence tout juste en 2025 à savoir au niveau des petits microplastiques et des nanoplastiques ce qu'on voit, les concentrations, avec des échelles. Donc aujourd'hui, voir l'évolution de ça, est-ce que parce qu'on diminue et qu'on arrête complètement le plastique demain, on va avoir une diminution des plastiques qui sont les plus dangereux? Aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire. Je vais vite parce que sinon on n'aura pas assez de. J'imagine il y a plein de questions encore. Je te laisse. Pas de souci. Merci beaucoup pour cette réponse. Et là, il y a une autre question du coup de Florian Mermiot-Blondin, moi, j'imagine, qui dit merci pour cette présentation très riche et qui ensuite dit qu'il y a un des problèmes rencontrés, est-ce que ce n'est pas l'absence d'alternative au plastique pour le consommateur, car le consommateur peut influencer la production? Ouais, alors ça c'est pareil, en fait, c'est un piège dans lequel on peut tomber de dire, et je suis tombé dedans à fond au départ, hein. Il y a le ministère qui m'appelle et qui me dit on a fait ce décret en 2019 et qui me dit bah, trouvez-moi des substituts aux microbilles exfoliants pour les douches. Et moi je suis allé à fond à lui proposer des trucs biodégradables, génial. Et puis après on s'est dit mais ouais, mais pourquoi on n'essaierait pas le noyau d'abricot, pourquoi on n'essaierait pas des choses comme ça. Et en fait vous allez voir sur le marché maintenant, c'est essentiellement fait en noyau d'abricot depuis cette étude. On est capable en fait de parfois remplacer, mais le message global, c'est de dire, l'idée, c'est pas de remplacer en fait, c'est d'enlever. Pourquoi avoir un concombre emballé, même s'il y a marqué bio dessus? Euh, quand je vais dans un magasin et que je vois le concombre bio emballé ou le concombre pas bio rempli de pesticides à côté, bah, je change de magasin et voilà, je vais au marché à côté. Et donc ça remet en question un truc qui est énorme en France, qui est, je crois qu'on est dans les pays qui utilisent le plus de grandes surfaces hein, autour de nous par habitant. C'est un vrai problème de redistribuer vers des circuits courts qui n'obligent pas l'utilisation du plastique. Le problème majeur en France, notamment, c'est ces grandes surfaces qui ont explosé partout et qui, aujourd'hui, en fait, nous ont empêchés d'aller voir les PCI du coin parce qu'il n'y en a plus. Et les seules solutions aujourd'hui, enfin, c'est d'aller au marché, quoi. Donc voilà, c'est un énorme truc qui est posé. Ça va pas se faire en 2 minutes, mais vous avez vu quand on a arrêté les sacs plastiques aux caisses, ça s'est fait super rapide. Et en fait, on s'est adapté. Et les industriels nous disent non, mais on peut pas faire ça. Mais moi, je m'inquiète pas pour eux, hein. Ils vont toujours trouver des solutions. Donc globalement, c'est possible d'aller vite. Maintenant, il faut la volonté à la fois citoyenne et politique. Robert? Bon, une question de ma part, en fait, par rapport le recyclage infini du plastique, comme le recyclage infini du verre. Est-ce que ça peut être atteint ou ça reste toujours un rêve, pardon? Ouais, merci pour cette question. C'est vrai que c'est important de bien recadrer ça, en fait, parce que on a entendu de tout. Le recyclage du verre, effectivement, on peut considérer qu'il est infini parce qu'il n'y a pas vraiment de perte de propriété.
Ça reste du silicium, c'est assez facile à faire et on chauffe et on rechauffe et on refait du verre avec. Le recyclage infini du plastique n'existe pas. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne parle même pas de recyclage, on parle de décyclage. On perd petit à petit en propriété. Et en fait, on ne peut plus utiliser le plastique parce qu'au bout d'un moment, en fait, il va être cassant. Donc déjà, les propriétés mécaniques ne sont pas bonnes. Et puis plus ça va aller dans mon mode de recyclage, plus je vais mélanger aussi des molécules toxiques. Et là, c'est le gros problème du recyclage aujourd'hui qui est mis en avant, c'est que il y a beaucoup d'études scientifiques là qui montrent, je prends un plastique vierge, je prends le même, fait avec le même polymère pour le même usage, mais qui est recyclé. Ben, il y a beaucoup plus d'additifs à l'intérieur, il y a beaucoup plus de mélange de produits chimiques qui rendent le truc plus toxique. Donc la toxicité du recyclage est plus importante. Et ça veut dire en fait petit à petit, on crée des plastiques qui sont de plus en plus toxiques. Ça, c'est complètement contraire à ce qu'on veut aujourd'hui. Si on veut des plastiques responsables, respectueux de l'environnement et de la santé. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le chat? Je pense qu'on a encore le temps pour une dernière question si quelqu'un est en train d'écrire. Ah bah ouais, bah, ça Ouais. vient d'arriver. Du coup, Marina qui dit, OK pour les interdictions, mais dans le cas des sacs plastiques, ils sont revenus avec des alternatives dites compostables, mais sans doute elles aussi avec des additifs. Comment peut-on lutter contre les alternatives simili-plastiques? Ouais, c'est ça en fait. Bon, les industriels, tu fermes la porte, ils passent par la fenêtre, ils trouvent une solution, ils vont trouver. Ils nous ont balancé ces fameux plastiques compostables. Vous savez comment fonctionne le compost. C'est des températures qui montent à plus de 50 degrés, 60 degrés. On a utilisé un polymère qui existait déjà, l'acide polylactique, le PLA, qui lui a des températures, enfin, va se transformer en fait de solide à accessible pour les bactéries à partir de 50-60 degrés. Bon, ça, dans l'environnement, ça n'existe pas. Quand je vais mettre ça dans ma poubelle jaune, ça va rien en faire, voire même ça va embêter les gens qui essayent de faire un pseudo-recyclage. Du coup, en fait, si je veux faire quelque chose de compostable, il faut qu'il arrive dans un compost industriel. Et on sait très bien que le problème majeur, c'est aussi la récolte, la collecte en fait de ce plastique. Du coup, en fait, ça n'a pas de sens enfin, d'aller vers un plastique compostable. Alors ensuite, on a essayé de mettre des sacs plastiques biosourcés, biodégradables, mais vous savez, ceux qui se délitent dans le temps là. Mais ceux-là, en fait, c'est pareil, ils ont le même problème des additifs qui sont à l'intérieur et ça donne l'impression au public qu'on est capable d'inventer un plastique qui va se biodégrader. La réalité, en fait, c'est que ces plastiques biodégradables, moi je travaille dessus vraiment au labo là, la plupart des plastiques qui sont vendus comme biodégradables ne se dégradent pas dans l'environnement. Il y a une très belle étude qui a montré que pendant 3 ans, on met des plastiques super biodégradables avec les normes machin ISO, tout ce qu'on veut. Pendant 3 ans, on les laisse en mer, dans les sols, dans l'air. Ils bougent pas d'un pet. Ils sont un peu sales, mais ils évoluent pas. Donc il y a éventuellement une détérioration, mais pas une biodégradation. Donc ça vous montre en fait que on est loin d'être capable de faire un plastique du futur qui serait génial et en fait, c'est l'usage du plastique qui a été biaisé parce qu'on a créé un plastique qui dure longtemps, qui est facile à utiliser, qui coûte rien et pour un usage de quelques secondes, de quelques minutes. C'est là où on s'est planté en fait. C'est là où l'usage du plastique devrait être interdit maintenant, pas pour des usages de quelques minutes, ça n'a pas de sens. Vu qu'on a quelque chose qui va durer des dizaines, voire des centaines d'années après, et qui peut polluer l'environnement pendant des dizaines et des centaines d'années. Ok, très bien. Du coup, je pense peut-être le temps ouais, pour une dernière petite question avec Mohamed, on voulait vous poser, qui était que pensez-vous que l'utilisation d'échantillons de référence de plastique ou de microplastique pourrait contribuer à une meilleure compréhension de cette pollution dans l'environnement, vis-à-vis de justement la diversité de ces polluants qu'il y a? Est-ce que vous pourrez trouver un échantillon de référence qui pourrait être utilisé dans des études? Ouais, c'est des choses qui sont à l'étude actuellement. Je sais c'est l'Allemagne qui est en avance par rapport à ça. On a mis un projet à l'ADEME aussi sur ce sujet-là. Pour avoir des échantillons de référence pour qu'on puisse le partager entre les différents laboratoires. Donc je sais que c'est déjà bien avancé en Allemagne, c'est en cours en France, mais l'idée, effectivement, c'est qu'on puisse avoir ces échantillons témoins qui nous permettent que ça soit pour les biodégradables, pas biodégradables, à partir de PE avec tels additifs, de grandes familles, etc. Je sais que c'est en place en Allemagne. Par contre, j'ai pas comme ça la référence en tête. Il faudra chercher dans votre biblio pour trouver ça. Mais je sais que ça existe en tout cas. Ah ouais, très bien, merci beaucoup. Je pense qu'au niveau des questions, ça va être bon. Et puis Ouais. au niveau de l'horaire aussi, c'est 14h02, donc c'est parfait.
Bon, vous remercie encore pour cette présentation très riche et intéressante. Mhm. Bon, un dernier mot? Bon, non, mais si vous en avez un dernier mot à dire. J'ai vraiment C'était marrant en fait de vivre ce traité mondial parce que on se rend pas compte dans nos labos de ce qu'on est capable de faire quand on est capable de vraiment bosser tous ensemble. Moi, j'adore l'écologie où on est obligé de faire des interactions tout le temps avec plein de gens, des chimistes, des physiciens, des biologistes. Là, ça s'élargit en fait avec la sociologie, avec des domaines incroyables. Chacun met sa petite pierre, on fait comme on peut avec dans tous nos labos, mais en fait, c'est assez impressionnant de voir que avec les petites pierres, en fait, on arrive à faire bouger les choses. Donc, bah, super à tous, en fait, de continuer à bosser dans ce domaine-là avec la niaque de dire c'est possible, on va y arriver, quoi. Mhm. Mais merci beaucoup, en fait, pour l'invitation Bah, aussi.